Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Comment va l'économie française? Est-elle en train de sortir de la stagnation, baisse de l'inflation, reprise de la consommation, multiplication des investissements étrangers? Tout semble aller dans le sens d'un redémarrage progressif de notre économie après une année 2023 marquée par une croissance faible. Mais quelles sont les projections des économistes pour les mois à venir? Bonjour Éric Heyer. Bonjour. Vous êtes directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Êtes-vous d'accord avec ces différents constats, c'est-à-dire le signe que finalement nous aurions aujourd'hui un redémarrage de l'économie française, une série d'indicateurs qui permettraient donc d'être relativement optimiste sur la manière dont se déroulent les choses? Je pense que c'est pas pour tout de suite. Je pense que si il devait y avoir un redémarrage, ça serait plutôt pour la fin d'année, voire l'année 2025. Mais l'année 2024, malheureusement, ne devrait pas être très très bonne. Alors on va essayer de l'expliquer. C'est-à-dire que globalement, on est dans un ralentissement économique, mais qui a changé de nature. Jusqu'à présent, et l'année 2023 en était un exemple, il y avait un ralentissement parce que les entreprises se plaignaient d'avoir des problèmes d'offres. Elles n'arrivaient pas à produire parce qu'il y avait des difficultés de recrutement, des problèmes d'approvisionnement. Les carnets de commandes étaient là, mais elles avaient du mal à produire pour ces raisons-là. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les problèmes d'offres sont en train de se résoudre. C'est-à-dire que les problèmes d'approvisionnement sont peu ou prou revenus à la normale, même s'il faut quand même se méfier avec ce qui se passe aujourd'hui en mer Rouge. Mais globalement, les problèmes d'approvisionnement, il y en a quasiment plus. Et les difficultés de recrutement sont en train petit à petit de diminuer. En revanche, le principal frein, nous dit l'échelle d'entreprise, c'est les carnets de commandes. C'est-à-dire que là, c'est devenu complètement vide. Donc on est passé d'un problème d'offre à un vrai problème de demande. Et là, malheureusement, au moins le premier semestre, après on verra, mais le premier semestre de l'année 2024 devrait être marqué par un problème de demande et donc une croissance quasi nulle au cours des 2 prochains. Et donc c'est pas ça qui évoque une reprise. Et l'élément central, c'est l'emploi. C'est-à-dire que, et là on a un gros doute, c'est-à-dire que pour l'instant, ce qui était assez intéressant, c'est que malgré une croissance très faible, les entreprises créaient énormément d'emplois et donc le pouvoir d'achat était soutenu par des créations d'emplois extrêmement fortes. Alors pas par des salaires qui étaient dynamiques, mais par le fait qu'on avait distribué beaucoup de masse salariale. Là, il nous semble qu'aujourd'hui, on est dans une phase où l'échelle d'entreprise nous disent on va beaucoup moins embaucher. Et donc ça va nourrir ce problème de demande. Donc je pense que 2024 sera encore une année difficile pour les Français. Le gouvernement a décidé d'intensifier sa lutte contre le chômage avec une série de réformes de France Travail. Donc à la question de l'indemnisation des chômeurs, y a-t-il urgence en la matière, Éric Heyer? Alors non, je crois qu'il n'y a vraiment pas urgence. C'est-à-dire que, vous voyez, quand, encore une fois, on était dans la situation de 2022-2023, où il y avait beaucoup de demandes des entreprises et elles voulaient énormément embaucher, mais qu'il y avait des difficultés de recrutement, essayer d'inciter les chômeurs à reprendre un emploi pouvait avoir du sens. Aujourd'hui, encore une fois, avec cette bascule, d'accord, les entreprises nous disent très clairement dans les enquêtes, on ne va plus embaucher l'année prochaine. Donc, vous voyez quel est l'intérêt d'inciter un chômeur et de le contraindre alors qu'il n'y aura pas de demande d'emploi dans les prochains trimestres. Donc, c'était pas le moment. Et surtout, entre nous, si on est dans un problème de demande, durcir les conditions des chômeurs en baissant leur indemnisation, ça va nourrir ce problème de demande. Donc, non, il n'y avait vraiment pas d'urgence à aujourd'hui refaire une 5e réforme du marché de l'assurance chômage. Donc, vous voyez, attendons, vous voyez, c'est ça aussi, je pense, un problème de méthode. Depuis 2018, d'accord, il y a eu 5 mesures pour réformer l'assurance chômage. On n'a pas encore les résultats de ces mesures. Attendons, d'accord, de savoir est-ce que ces mesures étaient bonnes, est-ce qu'elles ont porté leurs fruits, et si elles n'ont pas porté leurs fruits, mettons une nouvelle mesure en place. Mais là, on n'a pas encore de recul. Au moment où la conjoncture se retourne, c'est absolument pas le moment de le faire. Bon, mais il y a encore ces problèmes de mismatch, comme on dit en français, c'est-à-dire de difficultés de rencontre entre l'offre et la demande. Et il y a beaucoup de secteurs qui cherchent à embaucher, qui n'y parviennent pas. On parle de secteurs en tension. Est-ce qu'il ne faut pas durcir les conditions d'indemnisation? C'est la politique menée par le gouvernement pour
inciter, obliger, vous utiliserez Oui. le verbe que vous voudrez, les chômeurs à prendre des emplois qu'ils n'auraient probablement pas pris en premier examen. Oui, alors, quand on regarde le problème de mismatch que vous avez signalé, il y a les raisons, elles sont connues. Hein. Le raison, c'est d'abord, le logement. C'est-à-dire que tant que votre logement et le coût pour se loger est extrêmement élevé, eh ben, globalement, ça coûte cher lorsque vous déménagez. Donc, vous ne déménagez pas. Donc, vous restez dans votre logement et donc vous êtes fixé dans un endroit alors que les emplois peuvent être ailleurs. Et donc, ça, c'est un vrai problème, mais ce n'est pas la réforme de l'assurance chômage qui va les résoudre. Le deuxième, c'est typiquement le coût du transport et le coût du permis de conduire. C'est-à-dire que beaucoup de Français ne peuvent pas accepter des emplois qui sont à quelques kilomètres et il y a des problèmes de transport. Donc, vous voyez, ces deux raisons principales qui sont bien documentées n'ont aucun lien avec la réforme de l'assurance chômage. Et rappelons-le, on a fait des réformes de l'assurance chômage, encore une fois. On a durci les conditions. On est passé de 4 mois d'indemnisation à 6 mois pour être éligible. On a diminué l'indemnisation. On a mis de la dégressivité. On a fait des bonus-malus. On l'a rendu contracyclique. Attendons de voir si ça résout les problèmes. Et encore une fois, la conjoncture est extrêmement importante. Hein. Aujourd'hui, vous voyez, les perspectives d'emploi indiquées dans les chefs d'entreprise a perdu 10 points. C'est passé de 110 à 100 en l'espace de 6 mois. C'est un signal fort que les chefs d'entreprise nous disent ce n'est plus le problème, n'est plus l'emploi. Le problème, ce sont les carnets de commandes qui sont vides. Tant qu'il n'y a pas de commandes, on ne va pas embaucher. Bon, je poursuis dans la question de l'emploi. Les secteurs en tension, ils existent. On l'a vu par exemple avec la question agricole, puisque c'était vraiment une demande des agriculteurs. Alors pourquoi? Et bien entendu, c'est une question qui est devenue déjà politique. Pourquoi faut-il considérer qu'on a besoin de mesures pour embaucher dans les secteurs en tension? Vous dites, il y a des freins. Par exemple, la question du logement, et je pense qu'il va falloir qu'on développe ce thème, mais est-ce que ces freins sont moins importants, par exemple, pour les personnes qui viendraient de l'étranger pour occuper ces emplois, justement, Éric Heyer? Non, mais alors, l'immigration, c'est intéressant. Effectivement, c'est une façon de résoudre ce problème, c'est faire appel. Il est possible aussi qu'il y ait des problèmes de compétences. Et le mismatch, c'est que globalement, on n'a pas besoin de ces compétences-là. En France, on a des compétences qui sont plus nécessaires et il en manque dans d'autres. Faisons appel à l'immigration. Et la question a souvent été attention, l'immigration quand on a du chômage, c'est quand même un peu dommage et il vaudrait mieux faire travailler les personnes natives. Alors, les études académiques, encore une fois, on ne fait pas une science exacte, mais les études académiques sont là pour nous aider, nous indiquent bien que ouvrir à l'immigration n'a aucune incidence sur le chômage des natifs, ça c'est extrêmement important, et surtout n'a aucune incidence sur le salaire des natifs, même si on arrive à montrer un effet, c'est plutôt un effet positif, c'est-à-dire que ça aide effectivement à notamment des femmes natives à reprendre un emploi, parce que ce sont des emplois, les emplois qui sont non pourvus sont souvent des emplois assez difficiles à la fois physiquement et aussi dans le rythme de vie, et donc globalement les femmes ont du mal à essayer d'être dans ces emplois-là. Et donc, quand elles sont aidées par des personnes qui viennent de l'étranger, ça les aide. Donc, il faut voir l'immigration. Alors, bien sûr, il faut le contrôler. Il ne faut pas ouvrir complètement les vannes sans réfléchir. Mais l'immigration est une solution, effectivement, pour ces métiers en tension. Et c'est dommage qu'on ne soit pas allé au-delà de ce que le gouvernement a fait. L'esprit de cette réforme, notamment donc de l'indemnisation du chômage, vous me direz si vous êtes d'accord, Éric Heyer, je vais la résumer à gros traits, c'est d'accroître la différence donc de rémunération entre ceux qui sont en emploi et ceux qui sont donc hors de l'emploi, aujourd'hui chômeurs. Quelles sont les conséquences généralement de ce type de mesures, puisque ce n'est pas la première fois que celles-ci sont menées selon vos différentes études à l'OFCE où vous travaillez? Oui, alors, non, mais effectivement, que le travail paye plus que le non-travail, on va dire, est sans doute un objectif qui est vertueux. Il faut inciter, effectivement, potentiellement à travailler, sinon, en tout cas, s'il y a des difficultés de recrutement, c'est une solution. Habituellement, les gouvernements précédents, et on pense au gouvernement sous Nicolas Sarkozy, c'était le travailler plus pour gagner plus, c'est-à-dire quand on travaillait, on gagnait plus. D'accord ? Là, effectivement, la logique de ce gouvernement, c'est plutôt de dire, on va pas faire que le travail gagne plus, on va faire que le non-travail gagne moins. Donc, c'est pas le travailler plus pour gagner plus, c'est quand je travaille moins, je gagne moins. D'accord ? Et donc, cet écart, l'incitation, elle se fait plutôt par le bas.
D'accord, elle se fait plutôt en essayant de, le mot est peut-être un peu fort, mais paupériser ceux qui ne travaillent pas pour les inciter à retravailler. Alors, qu'est-ce que ça fait? Alors, quand on est dans une conjoncture avec un problème de demande, c'est pas une bonne solution, hein, d'accord, premièrement. Deuxièmement, ce que ça fait, d'accord, quand on le fait dans le sens, c'est que effectivement, on a des résultats, souvent, sur l'incitation et la reprise à l'emploi est plus rapide, mais attention, pas de bonne qualité. C'est-à-dire que je suis qualifié à un certain niveau, j'accepte, dans ces conditions-là, d'avoir un emploi moins qualifié que mes qualifications. Et ça, on sait que ce n'est pas très bon, d'accord, à long terme. Pourquoi? Parce que je me sens déclassé, ma productivité n'est pas bonne parce que je vais au travail à reculons, et surtout, j'ai pris l'emploi de quelqu'un qui était au chômage et avec la qualification requise. Ça déplace le problème. Et donc, ça déplace le problème. La résultante de tout cela, c'est que du coup, à long terme, c'est pas soutenable. Mais par contre, ça fait des économies à court terme. Et ça, si vous voulez faire des économies budgétaires, c'est une façon de faire qui est relativement efficace parce que globalement, vous remplacez un chômeur qui coûte cher par un chômeur qui coûte moins cher. Et donc, globalement, les économies que vous faites, elles sont réelles. Et donc, je pense que c'est comme ça qu'on doit voir à peu près toutes les mesures proposées par ce gouvernement. C'est à l'aune d'un critère qui est comment je fais pour faire des économies, pour essayer de respecter mes engagements vis-à-vis de la Commission européenne, en tout cas d'essayer de réduire les déficits. Bon, on va continuer à en parler dans une vingtaine de minutes, puisqu'il y a aujourd'hui à la une de la presse ces 10 milliards d'économies. Les ministères cherchent où faire ces économies. Ils ont trouvé d'ailleurs, en tout cas sur le papier, les économies qu'il faudrait faire. On va voir quelles peuvent être les conséquences de ces économies. Nous serons donc toujours avec vous, Éric Heyer. Je rappelle que vous êtes directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, autrement dit l'Observatoire français des conjonctures économiques. 7h56 sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Nous sommes en compagnie d'Éric Heyer, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Nous avons vu avec vous, Éric Heyer, les prévisions pour l'économie française avec peut-être une embellie, mais pas tout de suite selon vous, avec une question du chômage. Et vous avez évoqué, disons, votre scepticisme à l'égard des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le chômage. Et dans l'actualité, il y a 10 milliards en moins, si j'ose dire, puisque ce sont 10 milliards d'euros d'économies qui sont donc des annulations de crédits, des coupes budgétaires, avec un peu plus de 2 milliards en matière d'écologie, de développement et de mobilité durable, 1 milliard demandé donc en matière d'économie pour le secteur du travail et de l'emploi, la recherche et l'enseignement supérieur dont on aurait pu imaginer qu'ils soient sanctuarisés, eux vont devoir réaliser 900 millions d'économies. Je ne vais pas faire la liste, mais on voit qu'il y a tous les secteurs qui sont touchés, l'enseignement aussi. 700 millions, votre regard d'économiste sur ces économies, Éric Heyer? Alors, il faut comprendre que ces économies arrivent au moment où le gouvernement révise sa prévision de croissance. C'est-à-dire qu'ils avaient voté un budget il y a 6 mois avec une croissance économique pour 2024 à 1,4%. Et donc, du coup, ils avaient déjà proposé des économies de 12 milliards pour essayer de respecter les engagements vis-à-vis de Bruxelles. C'est la réduction des déficits et des efforts sur la dépense publique. Là, ils révisent de 1,4 à 1, et donc disent, il y aura moins de croissance, donc moins de recettes. Donc si on veut tenir les déficits, il faut faire des économies supplémentaires. Ces économies, ça a été annoncé, vous les avez rappelé, c'est à peu près 10 milliards. Alors, quand j'entends ça, d'abord, il me semble que c'est trop, 10 milliards par rapport à la révision. Vous voyez, quand vous passez de 1,4 à 1, en fait, il vous manque que 5 milliards. Donc, en fait, c'est 2 fois plus, finalement, que la révision. Et donc, ils sont allés un peu plus loin que le budget précédent de ce point de vue-là. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque... Pourquoi ? C'est une bonne question. C'est-à-dire que globalement, alors il y a une solution, il faudrait leur poser la question eux-mêmes. Si vous avez des hypothèses. Oui, alors une hypothèse, c'est que en gros, globalement, si vous dites il manque 5 milliards, d'accord, si vous faites que 5 milliards d'économies, puisque ces économies-là vont peser sur la croissance, vous allez avoir moins de recettes et donc ces 5 milliards d'économies vont finalement aboutir à finalement 2 milliards, 3 milliards d'économies. Donc si vous cherchez 5 milliards, en fait, aujourd'hui, il faut proposer 10
parce qu'au bout du compte, ça va casser un peu plus la croissance économique et donc vous n'aurez que 5 à l'arrivée. Donc ça, je pense que c'est important à rappeler. Et là, du coup, ça met un peu à mal leur perspective de 1%. C'est-à-dire qu'ils n'ont peut-être pas assez bien pris en compte l'incidence de ces économies sur la croissance économique. Mais alors, là aussi, si je vous demande votre regard d'économiste sur les secteurs où ont été réalisées les économies, alors c'est un peu étonnant parce que la recherche, l'enseignement, on considère que ce sont des investissements à long terme. Est-ce que c'était opportun, selon vous, de réaliser des économies dans ces secteurs-là ? Non, mais là, on touche bien le problème court terme, moyen terme. C'est-à-dire que si vous pensez que ces secteurs-là sont les secteurs d'avenir et c'est en ayant des étudiants mieux, avec une compétence augmentée et des étudiants qui sont mieux éduqués, ça fera une productivité demain et donc de la croissance de demain. Donc là, aujourd'hui, on a l'impression que le gouvernement veut respecter à tout prix le court terme, mais en mettant en danger possiblement la croissance de moyen terme et de long terme. Et ça, c'est un peu dangereux parce qu'on connaît les conséquences de tout cela, parce qu'il nous l'a bien rappelé, les 10 milliards d'aujourd'hui, enfin de 2024, vont être répétés en 2025, en 2026, en 2027. Et donc, il va falloir chercher encore plus. Et donc, attention à ne pas paupériser un peu trop l'État, parce que pour l'instant, et là, je pense que le gouvernement ne pourra pas échapper, il fait porter l'austérité, on va dire, allez, appelons-le comme ça, sur l'État. Pas sur le modèle social, mais attention, je pense que l'État, on n'est pas loin d'être à l'os. Et donc, du coup, je pense que cette année, c'est l'État et les années suivantes, ça va être le modèle social. Jean Lémarie. Arrêtons-nous sur ce mot incandescent, vous venez de le prononcer, Éric Heyer, le mot austérité. Un mot toujours mis en avant, vanté ou redouté d'ailleurs, selon qu'on est de droite ou de gauche, débat classique de la politique. Si on regarde les échelles de grandeur, les chiffres dont on parle aujourd'hui, donc 10 milliards cette année, probablement 15 milliards si on suit la tendance l'année prochaine, est-ce que c'est un type d'austérité qu'on a connu en France ces dernières années ou est-ce que ce serait inédit ? Non, je veux pas inédit. Très souvent, 3-4 ans après une crise économique, vous voyez, pendant une crise économique, on ouvre les vannes pour essayer de limiter la casse. Donc, on fait des plans de relance. La croissance revient, les déficits par contre sont élevés, la dette publique a augmenté et donc on se dit 3-4 ans plus tard, tiens, il va falloir commencer à rembourser. Donc on a connu ça en 2011, vous voyez, 3 ans après la crise de 2008, on s'est lancé dans de l'austérité un peu partout en Europe. Vous voyez, là on est 3-4 ans après le début de la crise, les déficits sont élevés, la dette publique est élevée, on se dit, il va falloir commencer à rembourser, et on fait donc des efforts, on nous demande de faire des efforts structurels, c'est ça aussi le pacte de stabilité, c'est-à-dire quand on est au-dessus des 3%, il faut faire des efforts pour y revenir. Et donc la conjoncture n'étant pas là, on va demander un peu plus d'efforts. Bon, appelons-le austérité, rigueur, peu importe. Mais ce qui est très important, et ce que nous apprend quand même l'analyse du passé, c'est que lorsque tous les pays européens se mettent en même temps à faire cette politique de rigueur, lorsque on est dans une économie qui est en ralentissement, et lorsque la Banque centrale n'aide pas l'activité et même à des taux d'intérêt un peu trop élevés, ce sont les conditions où l'incidence économique de cette austérité est la plus importante. Donc attention à ne pas répéter l'erreur de 2011-2014. Mais on y est là ? C'est ça que vous identifiez ? Allez, on va dire que 2024, effectivement, tous les pays, y compris l'Allemagne, vous voyez, l'Allemagne, c'est quand même assez incroyable. L'Allemagne, aujourd'hui, est on va dire l'élève malade à très court terme, c'est-à-dire que c'est l'économie qui rebondit le moins en zone euro, d'accord, qui, si vous prenez un peu de recul, produit la même chose qu'il y a 4 ans. Donc, ils ont 0 de croissance depuis 4 ans, d'accord. Ils ont des marges budgétaires suffisantes pour essayer de le relancer. Plutôt que de continuer à relancer leur activité, ils se mettent eux aussi à faire de l'austérité. Donc, vous voyez, l'Italie fait de l'austérité, l'Espagne fait de l'austérité, la France fait de l'austérité, l'Allemagne fait de l'austérité. Toute cette austérité va nourrir un ralentissement économique. On aurait, là, pour le coup, aimé que l'Allemagne, qui n'a pas de problème budgétaire, continue à soutenir son activité pour que finalement l'austérité des uns ne soit pas nourrie par l'austérité des autres. Et là, il aurait fallu une coordination au niveau européen plutôt que de dire, allez, aujourd'hui, on est 4 ans après la fin de la crise, depuis le début de la crise, allez, on se lance tous dans de l'austérité.
Bon, mais si on essaye de défendre ces mesures ou alors de les juger insuffisantes, on prend le niveau des déficits de l'État depuis un certain nombre d'années, on se rend compte que ceci se chiffre aux alentours de 170 milliards d'euros. Alors, je peux vous dire que 10 milliards sur 170 milliards de déficit, c'est une paille, comme on dit, Eric hier. Non, mais qu'il faille petit à petit revenir à un équilibre financier. Oui. Petit à petit, avec 170 milliards de déficit, il va falloir... La question qu'on doit se poser dès qu'on parle de déficit, c'est à quoi il a servi. Vous voyez, si ce déficit a servi à investir dans les infrastructures, à sauver des entreprises, à aider les ménages, bon, voilà, c'est un investissement et demain, il y aura un retour sur cet investissement. Effectivement, si ce déficit, par contre, a été gaspillé, là, c'est la catastrophe. Donc, la question, on a du mal à répondre à votre interrogation si on n'a pas fait, finalement, la liste de à quoi a servi cette augmentation. Alors, est-ce qu'on a des indications là-dessus? Est-ce que ça a servi, puisque donc on sait qu'on a 400 millions d'euros pour les agriculteurs, on en a beaucoup parlé, on a promis également de l'argent à l'Ukraine, on a promis 3 milliards, ce sont des choses qui pèsent. Oui. Si on prend ces sommes-là, c'est toujours difficile, Éric Heyer, de savoir si on a affaire à des investissements pour l'avenir ou à des choses... Non, mais même revenons depuis la crise sanitaire. C'est là où vraiment la dette a franchi vraiment un cap. Vous voyez, on a fait un quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte Covid, on peut dire, comme le dit le prix Nobel Joseph Stiglitz, que c'était important. Sinon, on aurait eu un capital missing. C'est-à-dire qu'on aurait perdu du tissu productif. On a sauvé, grâce à ce quoi qu'il en coûte, le tissu productif en France. On a sauvé les entreprises en France, en Allemagne, etc. Et donc, si la reprise a eu lieu juste après la crise sanitaire, c'est parce qu'on a sauvé. Donc là, cette dette publique a été, me semble-t-il, bien utilisée pour sauver le tissu productif. Maintenant, si on en vient au bouclier énergétique, là, la question se pose. Effectivement, le fait d'avoir aidé tout le monde, les ménages qui n'avaient pas de problème financier, et de la même manière que les ménages qui en avaient un, ceux qui étaient obligés de prendre leur voiture, ceux qui n'étaient pas obligés, et on peut se dire que ça a été sans doute pas très bien utilisé. Pourquoi ? Parce que globalement, on aurait préféré l'utiliser plutôt dans un choc d'offres, aider les ménages à transformer leur mode de consommation pour utiliser moins d'énergie fossile plutôt que de subventionner l'énergie fossile. Donc là, effectivement, ça a soutenu la consommation et généralement, le déficit n'est pas là pour soutenir la consommation. Donc, je mettrais beaucoup plus de doutes sur la deuxième partie du quoi qu'il en coûte énergétique. Par contre, c'était bien pour le deuxième. Et ensuite, vous voyez, par rapport à toutes les dépenses d'avenir qu'on va avoir face à nous, on sait que la transition écologique, nous dit le rapport Pisani-Mahfouz, c'est 66 milliards d'investissements chaque année pendant 10 ans. D'accord ? Et ça, on ne peut pas demander aux ménages, aux entreprises de le financer intégralement. Donc, il va bien falloir qu'il y ait des aides publiques. Et ces aides publiques, c'est fait pour transformer. C'est pas fait pour avoir plus de croissance. C'est fait pour que cette croissance soit soutenable. Est-ce que c'est pas ça le jeu de la dette publique ? C'est aider finalement le monde de demain à être meilleur et que les jeunes d'aujourd'hui financent une partie de cette transformation par des intérêts que l'on va payer sur cette dette. Ça paraît vertueux. Et si on demande à cette génération de financer l'intégralité de la transition écologique, on n'y arrivera pas. Jean Lémarie. C'est la question des choix que nous faisons et que nos représentants vont faire. Est-ce que le débat politique est bien posé aujourd'hui sur ces arbitrages-là ? Non, l'arbitrage, non, parce que globalement, on voit bien qu'il y a en France des partis qui, pour qui la dette n'est absolument pas un problème, quelle que soit l'utilisation de cette dette, c'est qu'on peut financer, y compris de la consommation. Allez, la dette, c'est pas un problème, on aura toujours une banque centrale qui pourra nous aider. Non, ça, je pense, il y a ce côté-là. Et de l'autre côté, des partis politiques qui voient la dette ou le déficit comme un objectif, alors que la dette ou les déficits, c'est des instruments pour une politique économique. Donc, ce qu'il faudrait, c'est bien clarifier les choses, bien rappeler que le déficit, la dette, ce sont des instruments et quel objectif on associe à cet instrument. Est-ce que ça doit financer les retraites ? Non, c'est pas un bon instrument pour financer les retraites. Est-ce que c'est un bon instrument pour financer la transition écologique ? Oui, en partie. Peut-être aussi que ce gouvernement-là devrait réfléchir à d'autres pistes comme
possiblement des augmentations d'impôts. Encore une fois, se dire qu'on va tout régler sans augmenter les impôts, ça veut dire qu'une partie de la population, la partie la plus aisée, ne sera jamais mise à contribution, puisque tout faire par la dépense publique, c'est tout faire peser sur la classe moyenne inférieure. Et ça, cette classe moyenne inférieure, au bout d'un moment, va dire stop. Mais alors, si on reprend les chiffres, là aussi, ce qui peut donner un peu le vertige, Éric Heyer, c'est que on est aujourd'hui avec un déficit qui est finalement en tout point comparable à celui de 2020, donc 2020 année du quoi qu'il en coûte. On se retrouve avec 170 milliards de déficit en 2023, conséquence donc notamment du bouclier énergétique, et les 2 années intercalaires en 2021 et 2022 ont finalement permis d'aboutir à un déficit un petit peu inférieur au quoi qu'il en coûte, mais pas beaucoup, aux environs de 140-150 milliards d'euros. C'est vrai. Non, mais il y a 2 points. Un, d'abord, la reprise n'a pas été aussi forte qu'on attendait. C'est-à-dire que globalement, il faut l'avoir en tête. On a parlé en première partie de l'émission, il y a un ralentissement économique, mais aujourd'hui, la France produit 2% de plus qu'il y a 4 ans. Ça veut dire que la croissance depuis 4 ans n'est que de 0,5. Vous voyez, quand vous avez 0,5 de croissance en moyenne annuelle depuis 4 ans, les déficits ne peuvent qu'augmenter parce qu'il n'y a pas assez de recettes. Donc ça, c'est le premier point, la recette. Il faut dire, pardonnez-moi, Oui, je vous coupe, Éric Heyer, c'est toujours important, à mon sens, de remettre ça en perspective. Et il faut dire que dans le même temps, la population française ayant augmenté, si on annule de l'augmentation de la population, ça veut dire qu'on n'a aucune croissance. Oui, il n'y a pas de croissance par habitant, donc très faible, d'accord. Mais pour les recettes publiques, c'est la croissance qui compte. La croissance n'étant pas au rendez-vous, il n'y a pas beaucoup de recettes publiques de ce point de vue-là. Et le gouvernement est allé au-delà, c'est que non seulement l'activité étant faible, on a des croissances des recettes qui sont faibles, mais en plus on a diminué les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire que ce gouvernement-là est allé avec des baisses d'impôts sur la taxe d'habitation, sur les impôts à la production, etc. Donc du coup, les recettes chutent. Donc vous êtes dans un moment où globalement il n'y a pas d'activité, les recettes chutent et donc les déficits ont du mal avec ce si peu de croissance à se résoudre. Donc effectivement, il faut trouver des solutions pour essayer de les ramener à un niveau un peu plus équilibré. Alors le problème c'est comme pour la Banque centrale, on doit le faire, mais à quelle rapidité on doit le faire? C'est-à-dire qu'on doit avoir un objectif. Aujourd'hui, il ne faut pas aller trop vite, comme la Banque centrale est allée trop vite dans sa hausse de taux. Attention, l'histoire nous rappelle que quand vous allez trop vite dans la réduction des déficits, vous n'avez pas des bons résultats parce que vous cassez votre croissance économique et donc vos déficits ne sont pas résorbés. Donc il y a une question de timing et après de choix. Il va bien falloir indiquer quel est l'objectif de demain et une fois qu'on aura l'objectif, on saura où sont les coupes sur la dépense publique. Jean Lémarie. Mais choix politique ou choix budgétaire? Non, ça ne doit pas être des choix budgétaires, ça doit être des choix politiques, économiques, et ensuite, l'instrument budgétaire sera au service de cet objectif politique, économique. Mais alors, là aussi, si on reprend la question fiscale, puisque, bien entendu, dans le débat politique qui a été ouvert depuis la réduction donc, de ces déficits, ou je devrais dire d'ailleurs la tentative de réduction de ces déficits avec donc ces coupes budgétaires de 10 milliards, il y a bien sûr eu différents commentaires politique, un commentaire politique des socialistes Chloé Ridel et Alexandre Ouzil qui évoque une vague d'austérité panique, donc style à ces coupes budgétaires, qui aurait préféré, semble-t-il, un plan donc de fiscalité. Mais la fiscalité, que peut-on en attendre? Puisqu'un rétablissement de l'ISF, ça serait 5 milliards d'euros. Est-ce qu'une nouvelle grille fiscale, ça permettrait là aussi d'être à la hauteur de ces déficits qui sont, encore une fois, je le rappelle, de 170 milliards d'euros? Mais je pense qu'il faut distinguer à la fois ce qu'on veut rembourser qui était lié à la crise sanitaire et à la crise énergétique. Ça, c'est quand même un gros paquet. On a mis plus de 260 milliards d'argent public. Tout le monde en a bénéficié. Si on avait fait un quoi qu'il en coûte ciblé sur une population, on aurait pu dire c'est toi qui l'as eu, c'est toi qui le rembourse. Mais là, on l'a donné à tout le monde. Donc à partir du moment où vous le donnez à tout le monde, vous pouvez dire maintenant tout le monde doit contribuer à son remboursement. Et donc vous pouvez, mais ça c'est compliqué, dire je vais faire un impôt Covid, c'est-à-dire un impôt pour rembourser toutes ces aides que l'on a données, y compris à des ménages ou à des entreprises qui n'en avaient pas besoin. Donc comment on reprend cet argent-là qui était finalement assez avec des effets d'aubaine, comme on dit. Oui, il y a eu beaucoup d'effets d'aubaine. Et c'est normal qu'il y en ait eu. Il y avait une urgence. On est allé très vite. Maintenant, on peut se dire, on va les reprendre. Ça, il faudrait un impôt qui soit transitoire.
uniquement, et il faut l'appeler Covid, pour se souvenir dans 5 ans s'il existe encore, pourquoi il existe encore, et dire c'est normal, ça fait une partie. Et donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il va y avoir tellement de dépenses publiques pour des enjeux de demain qu'il va bien falloir, on ne pourra pas tout financer par du déficit et de la dette. Et donc, il va bien falloir qu'on invente un impôt. Et là, Pisani-Ferry et Selma Mahfouz en avaient proposé un. Mais on voit bien qu'une partie des 66 milliards, donc des 600 milliards, parce que c'est 66 milliards chaque année pendant 10 ans, devront être financés, une partie en tout cas, par de l'impôt. Et donc ça, il va falloir trouver un impôt. Et le troisième impôt qu'il va falloir mettre en place, c'est un impôt qu'on appelle taxe carbone, c'est-à-dire un impôt qui n'a pas vocation à rembourser les déficits, mais à faire changer les comportements. Donc se dire qu'aujourd'hui, on n'utilisera plus la fiscalité est sans doute une chose qui nous... Enfin, c'est un instrument en moins et c'est vraiment dommage parce qu'on aura besoin pour changer les comportements, pour essayer de financer à court terme ce qu'on a dépensé pendant la crise sanitaire et faire contribuer tout le monde à sa juste valeur. Jean Lébarry. Vous avez vu quand le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz a proposé ce prélèvement exceptionnel, vous avez vu l'accueil du côté de l'exécutif et du côté de Bercy d'ailleurs. Oui, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on dit, on est tous d'accord pour faire les 600 milliards sur 10 ans. Donc tout le monde est d'accord. Mais on se pose la question, comment on les finance? On ne veut pas le faire par le déficit et la dette. On vient de le rappeler, il y en a trop. Donc, et on ne veut pas le faire par l'impôt. Non, mais il va bien falloir le financer. Vous voyez, c'est là où on n'est pas cohérent. C'est-à-dire que si on pense que les 600 milliards, il faut les faire, eh ben, il va falloir trouver un moyen de financement. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que tant qu'on ne s'est pas mis d'accord sur comment on les finance, on ne va pas les faire. Et on sait que plus on attend, plus ça va nous coûter cher. Et donc, il y a une urgence à les mettre en application. Et je pense que malheureusement, après quel impôt, c'est compliqué, il faut qu'il y ait un débat, effectivement. Mais aujourd'hui, il va bien falloir se dire que, effectivement, ces 600 milliards sont indispensables si on veut avoir une chance de respecter nos engagements vis-à-vis de la transition écologique. Et donc, trouvons un financement qui soit un mix entre un peu de déficit, un peu de fiscalité, un peu de dépenses publiques, d'économie. Il va falloir que ça soit un mix de ces trois, mais dedans, dans les trois, il y a de la fiscalité. Mais alors, comment qualifier ces politiques qui ont été menées jusqu'ici, ces politiques économiques, Éric Heyer? Il y a eu les époques de désinflation compétitive, il y a eu des époques d'austérité budgétaire. Bon, on voit bien qu'on ne peut pas qualifier notre époque d'austérité budgétaire. Non, à ces niveaux de déficit, on n'en est pas là. Donc, quel terme employer? Je ne sais pas. Là aujourd'hui, c'est aujourd'hui les gros chocs. Vous savez pas, moi je dirais a priori, en fonction des chiffres, un keynésianisme mal employé. Alors, moi je dirais qu'aujourd'hui, les chocs, d'accord, ne sont plus économiques. Les grands chocs, crise sanitaire ou le choc énergétique, c'est pas lié à de l'économie, c'est lié à de la transition écologique et des dérèglements climatiques ou à de la géopolitique. Et donc là, on est plutôt en économie de guerre. Nous sommes en économie de guerre dans le sens où on faisait la guerre contre finalement un virus et on a fait là aujourd'hui la guerre en partie au niveau russe. Et quand vous êtes en économie de guerre, vous avez des déficits qui apparaissent et on se pose la question, qui doit financer ces déficits en économie de guerre? Donc peut-être c'est l'économie de guerre qui reflète le plus ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais alors là, c'est par exemple la critique, puisque j'ai parlé des critiques socialistes, il y a aussi les critiques du Rassemblement national qui évoquent que tous les pays ont été soumis à ces mêmes chocs, mais l'économie française, elle, approche d'une dette de 112% du PIB, alors que la moyenne européenne est à 90%. Bon, en fait, quand vous regardez les grands pays, d'accord, c'est-à-dire que vous avez deux cas polaires. Vous avez l'Allemagne qui n'est pas endettée, aux alentours de 66 points de PIB, et un autre grand pays, le Japon, qui est très fortement endetté, aux alentours de 250 points de PIB. Et les autres pays, que vous regardez l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, sont tous entre 100 et 140 points de PIB, et la France est au milieu de tout cela. Une autre façon de se rassurer, c'est se dire que lorsqu'on regarde les taux d'intérêt sur la dette publique, les taux d'intérêt français sont en dessous des taux d'intérêt italiens, espagnols, américains, britanniques. Donc vous voyez,
Il y a vraiment qu'en France où on se dit c'est la priorité des priorités, les marchés financiers, les agences de notation notent 18 sur 20. Notre note a tremblé quand même. La note a tremblé. Mais vous voyez, on est passé de 19 sur 20 à 18 sur 20. Mais vous voyez, quand on a 18 sur 20, est-ce qu'on a comment vous envisagez l'excellence scolaire, Éric? Exactement. Mais vous voyez que les agences de notation notent notre dette de qualité supérieure. On a une dette de qualité supérieure. Ça ne veut pas dire qu'on va le garder ad vitam, mais on a encore 2 crans, c'est-à-dire qu'on pourrait descendre jusqu'à 16 sur 20 pour être de qualité supérieure. Bon, vous voyez, on peut se dire, c'est ça la priorité des priorités, c'est garder un 18 sur 20. Moi, je pense que la priorité, c'est se reposer la question, à quoi sert cette dette publique et à quel projet économique ou politique on la met en application. Merci beaucoup Éric Heyer de nous avoir accompagnés. Je rappelle que vous êtes directeur du département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques.